Alassane Ouattara voulait que le Mali s'effondre. Mais que veut Al-Qaïda? Que veut l'État islamique? L'effondrement du Mali. Les puissances impérialistes qui ont pratiqué les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides et les déportations pendant la colonisation, qu'est-ce qu'elles veulent? Mais l'exploitation de l'Afrique, l'Afrique sans les Africains, comme le disait Forster, le raciste sud-africain. Mais donc, en fait, Alassane Dramane Ouattara, Boubou Cissé, par cet audio, vous voyez très bien, participe au même objectif que Al-Qaïda, l'État islamique, les néocolonialistes et les impérialistes qui ensanglantent l'Afrique depuis 600 ans. Et c'est grâce au Mali que le jeu politique africain s'est clarifié. C'est parce que le Mali a résisté. C'est parce que le président Assimi Goïta et ses compagnons, soutenus par le peuple malien, ont tenu bon, que nous tous, on a vu à quoi nous avions affaire. Le Mali, pays révélateur du grand complot contre l'Afrique. Pays détecteur du grand complot contre l'Afrique. Ça, c'est la vérité. Mais je passe à la quatrième raison. Pourquoi l'impérial terrorisme s'acharne-t-il contre le Mali? Quatrième raison. Écoutez, c'est parce que le Mali est la capitale confédérale de l'Alliance des États du Sahel. C'est le Mali qui est l'État qui garde la charte de la création de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire que le Burkina Faso et le Niger ont reconnu cette mission de pionnier au Mali. C'est pour ça que quand ils ont créé leur gardien de la charte, c'est un symbole très profond qui doit être médité par tous les Africains. C'est un symbole de reconnaissance, un symbole de justice, de fraternité, de vraie solidarité. Le Burkina Faso et le Niger, s'ils étaient habités par la mentalité néocolonialiste, auraient pu entrer dans une espèce de rivalité autour de la conservation de la charte. Mais reconnaissant le rôle de pionnier, de précurseur, que les autorités nigériennes et burkinabées ont dit, la charte de l'Alliance des États du Sahel, c'est à Bamako qu'elle dort. C'est le siège de notre charte. Donc, en fait, attaquer le Mali, c'est attaquer l'esprit de la Confédération. Qui plus est, le président Assimi Goïta assure actuellement la présidence tournante de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, frapper sévèrement le Mali, pour les impériaux terroristes, pour les terro-impérialistes, c'est frapper sévèrement la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, parce que le Mali est le gardien de la charte. Si le Mali devait s'écrouler, cela veut dire que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel s'écroulerait et n'existerait plus. D'où la concentration sur cette capitale symbolique de Bamako. Une capitale qui a eu le bonheur d'assister à quelques-uns des plus grands moments de l'histoire du rassemblement des Africains contre la domination. Bamako, l'une des capitales les plus importantes du rassemblement démocratique africain, RDA. Ce Mali même, qui a servi de base arrière à la lutte anticolonialiste du Front de Libération Nationale de l'Algérie, le FLN, contre le colonialisme français. Donc, Bamako est une capitale. Le Mali est un pays qui sont chargés d'une énergie symbolique importante pour les Africains. J'étais très ému préparant un livre sur la poésie révolutionnaire du camarade président Agostinho Kilamba Neto, plusieurs mois. C'est la poésie révolutionnaire du camarade président, eh bien, Agostinho Kilamba Neto, et je tombe dans le livre de Neto, mais sur un poème d'une telle puissance. Vous savez à quelle ville africaine ce poème est consacré? Le poème est consacré à Bamako, en tant que ville symbolique du rassemblement des Africains contre la domination. L'Angolais Agostinho Neto a consacré l'un des plus beaux poèmes qui soit. Je vous l'ai déjà lu ici. Si vous cherchez l'œuvre complète de poésie d'Agostinho Neto, vous trouverez la page sur Bamako. C'est l'importance de cette capitale pour les Africains qui luttent contre la domination. C'est une importance métaphysique, c'est une importance spirituelle. Dans cette capitale-là, il y a les énergies nécessaires pour combattre pour l'Afrique. Et c'est d'ailleurs l'une des rares capitales de la capitale. Ils existent dans la capitale. Quand vous allez à Bamako,
vous rencontrerez les effigies de la plupart des chefs d'État africains de l'histoire. Vous les rencontrerez dans la ville. Vous croiserez le monument de Nkrumah en allant à Bamako. C'est une capitale qui reflète ce qui est écrit dans l'hymne national malien, à savoir que ce pays est prêt à donner tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. C'est écrit dans l'hymne national malien. Il n'y a pas beaucoup d'hymnes nationaux. Pardon, je parle de l'hymne. C'est écrit dans la constitution du Mali. Il n'y a pas beaucoup de constitutions africaines où cela est explicitement dit. Nous sommes prêts à céder tout ou partie de notre souveraineté pour que l'Afrique soit unie. Vous comprenez? Donc, quand on attaque le Mali, on sait qu'on porte un coup sévère à l'unité africaine. On porte un coup sévère à la solidarité africaine. On porte un coup sévère à un pays qui est le lieu de départ des initiatives qui libèrent le sous-continent. Aucun pays n'est parfait. Je ne vous décris pas le Mali comme le paradis sur terre. Encore que le Mali peut être un paradis sur terre. Si ses filles et ses fils pouvaient le développer avec toutes ses potentialités. D'accord? Mais quand même, d'un point de vue symbolique, personne ne peut nier cela. Et si les terroristes s'acharnent contre le Mali, c'est pour ça. Bon. Alors, cinquième raison. Le Mali est détesté par les terreau-impérialistes. Il est détesté par les puissances impérialistes parce que le Mali a montré qu'un pays africain peut survivre aux sanctions des valets de l'Occident. Africain peut survivre aux sanctions des valets de l'Occident et aux sanctions occidentales. Je n'ai jamais oublié qu'au mois de décembre 2021, une vingtaine de pays européens, occidentaux en général, qui correspondent à peu près aux pays membres de l'OTAN, ont écrit une déclaration menaçant le Mali et disant que si le Mali se opérait stratégique, sécuritaire, avec d'autres pays que l'Union européenne et les pays occidentaux, le Mali serait sévèrement puni, sévèrement sanctionné. Cette déclaration avait été signée par 17 pays occidentaux. Et elle avait été publiée par tous leurs ministres des Affaires étrangères. Or, le Mali s'est engagé dans la diversification de sa coopération sur la base de sa doctrine qui maintenant est connue de tous les Africains. Défense de sa souveraineté. 2. Liberté de choix de ses partenaires stratégiques. 3. Défense des intérêts vitaux de sa population. Le Mali, sous le président Goïta, est resté fidèle à cette ligne. Et le fait qu'il ait réussi à survivre aux sanctions de la CEDEAO a montré à tous les autres peuples africains, aux valets de l'Occident, mais que l'Occident n'avait plus la même mise. On pensait que le Mali ne survivrait ni aux sanctions de la CEDEAO, ni aux sanctions de l'Union européenne, ni au retrait militaire et consorts français. Le fait que le Mali ait survécu à tout cela est précisément la raison pour laquelle on s'acharne contre lui. Avec une logique de patriotisme économique. On déteste le Mali parce que le Mali pratique le patriotisme économique africain. Je m'explique. Le Mali montre que un pays africain peut s'industrialiser en coopérant avec des partenaires qui ne veulent pas le dominer. Un pays africain peut s'industrialiser en transformant progressivement sur place ses propres ressources naturelles stratégiques. C'est ce que le Mali a engagé notamment avec la filière de l'or. La nationalisation presque achevée de la firme Barrick Gold n'est que l'un des aspects. Si aujourd'hui, le Niger a pu nationaliser son uranium, si le Burkina Faso est en train de nationaliser son or, c'est parce que le Mali a montré que cela était possible. Mais il ne s'agit pas d'une nationalisation pour la nationalisation, mais une nationalisation pour l'industrialisation. Ça sera vraiment intéressant de comparer le nombre d'unités de transformation des matières premières qui ont été créées entre 2021 et 2025 au Mali. On va le comparer au nombre d'unités de transformation de matières premières qui ont été créées les 5 années d'avant. Quand j'ai fait un léger décompte, je me suis rendu compte qu'en effet, il y a une accélération de l'endogénéisation de la transformation. Les Maliens, comme les Burkinabés, comme les Nigériens, sont en train de ramer par tous les moyens possibles pour commencer à transformer chez eux-mêmes ce qu'on extrait de leur propre sol.
cela est vrai de l'or, cela est vrai de l'uranium, cela est vrai du diamant, cela est vrai du pétrole. Ces trois pays sont en train de lutter pour que des filières de transformation sur place de leurs richesses profitent à leur population. On veut briser cela parce que le développement endogène de l'Afrique signifie l'appauvrissement de l'Europe et de l'Amérique, et du retardement organisé de l'industrialisation africaine. Je passe à la 7e raison. Pourquoi attaque-t-on le Mali? Pourquoi s'acharne-t-on contre le Mali? Mais parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé, il y a quelque temps, une banque commune, une banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un capital record de 500 milliards de francs CFA, soit 800 millions d'euros. Cette banque-là, qui va pouvoir concurrencer efficacement la Banque mondiale, le FMI, même la Banque africaine de développement qui dépend énormément de capitaux extérieurs à l'Afrique. Cette banque sur capitaux intérieurs est le fondement de l'autonomie financière et de l'autonomie monétaire du Sahel. La création de cette banque annonce que les Africains vont devoir se passer progressivement et totalement des ardoises du FMI et de la Banque mondiale, que les Africains peuvent vivre sans l'aide française au développement, qui n'en est pas une, parce que c'est l'argent des Africains prêté avec intérêt aux Africains, de toutes les façons. Cette banque annonce que, eh bien, il peut y avoir des initiatives de création de richesses, désormais au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui ne passent par la médiation d'aucune puissance étrangère au Sahel. C'est pour casser l'élan de création de cette banque, l'apparition de la monnaie indépendante et souveraine, le Sahel, c'est pour briser cela qu'on veut briser le Mali. Vous comprenez? On veut briser le Mali pour sauver le CFA en Afrique. On veut briser le Mali pour sauver le dollar et l'euro en Afrique. Car si le Mali est debout, le Burkina Faso est debout, le Niger est debout, la monnaie Sahel va sortir. Et cette monnaie-là va aux monnaies impérialistes de l'euro et du dollar. Cette monnaie va mettre fin à la suprématie des devises étrangères dans le Sahel et par extension sur l'Afrique. C'est pour briser ce projet-là que l'on attaque le Mali avec sévérité. D'ailleurs, l'embellie qui est recherchée dans la relation avec la Russie, de la part d'un certain nombre de puissances néocolonialistes occidentales, n'a pour but que d'amener la Russie à baisser éventuellement la garde, la vigilance, dans le soutien géostratégique, géopolitique qu'elle apporte au Mali, au Burkina Faso et au Niger, afin qu'on les attaque. Car vous voyez bien, on semble baisser le ton en Europe, en Occident face à Poutine. À ce moment-là, on augmente la pression contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, on les attaque. Ça veut dire qu'en fait, on veut ici, en Eurasie, flatter Poutine pour pouvoir attaquer ses alliés africains. Vous avez compris? C'est de la tactique, de la stratégie, mais qui n'échappe à personne. C'est donc pour empêcher la naissance de cette banque que le Mali est attaqué. On passe à la 8e raison. Le Mali est attaqué parce que c'est une terre de civilisation africaine profonde. Les Maliens ont conservé vivantes les langues africaines. Le Bambara, le Soninké, le Peul. Les langues africaines sont vivantes au Mali. Et bien que le Mali soit une terre qui a été fortement islamisée très tôt, il y a plusieurs siècles, la tradition africaine est vivante au Mali. Le peuple africain du Mali n'a pas perdu ses racines multimillénaires. En s'attaquant et en s'acharnant contre le Mali, on veut détruire l'un des rares peuples qui a conservé le lien multimillénaire à ses ancêtres. Car un tel peuple est en fait une bouture de régénérescence et de renaissance africaine. Il faut tout faire pour que le Mali échoue, coupé de ses racines multimillénaires. Un peuple dont la mémoire ne déborde pas les années coloniales, dont la mémoire ne déborde pas la période de la naissance des républiques france-africaines. Le Mali, en tant que peuple de mémoire, en tant que civilisation de la parole ancienne, civilisation de la racine, civilisation de la généalogie, civilisation de la conscience intergénérationnelle, le Mali est un danger pour le colonialisme, pour l'impérialisme, pour le néocolonialisme
et pour le terreau-impérialisme. Parce que tant que le Mali vivra, les Africains de toutes origines pourront toujours avoir une sphère pour entrer en contact avec la civilisation négro-africaine profonde. Il y a donc un enjeu. C'est pour ça que les terreau-impérialistes avaient été chargés de détruire les vestiges du Mali ancien. À Gao, à Tombouctou, ils ont proféré des destructions. Les gens pensaient qu'ils le faisaient par ignorance. Non, on leur a demandé de détruire cela. Il fallait détruire les vestiges de la civilisation malienne, africaine ancienne, pour que les Africains soient des peuples sans mémoire, comme on voudrait qu'ils soient, comme Sarkozy l'a prétendu à Dakar, dans son allocution infamante et scandaleuse. Imaginant soi-disant un homme africain qui ne serait jamais par un Africain. La première fois que l'écriture a été utilisée, c'était par un Africain. Les premières mathématiques mondiales sont africaines. Bref, on veut détruire le Mali en particulier, parce que dans ce pays, il y a la possibilité de la connexion ancestrale. Il faut que les gens prennent conscience de cela. Les musées maliens ne sont pas importants seulement pour la jeunesse malienne. Ce sont des musées importants pour toute la jeunesse africaine. Parce qu'au Mali, le fait que ce soit une terre de civilisation politique, de civilisation économique, de civilisation religieuse au pluriel, de très longue date, peut permettre à des Africains de tous les horizons, qu'ils viennent d'Amérique, qu'ils viennent d'Europe, qu'ils viennent d'Asie, pour se ressourcer, d'entrer vraiment en contact avec ce que les Africains les plus géniaux qui nous ont précédés créèrent. Qui est à lui tout seul un centre initiatique intégral universel pour n'importe quel être humain. Le pays Dogon seulement. Si on peut faire entrer les Africains dans la sagesse traditionnelle des Dogons, on leur aura donné un contact précieux à ce que l'Afrique a de plus profond, de plus grand, de plus mystérieux, de plus puissant, qui peut leur permettre, où qu'ils seront à travers le monde, d'être fiers de la civilisation dont ils émanent. L'attaque contre le Mali fait partie de l'attaque sauvage, barbare, multiséculaire contre l'âme africaine. Et il faut que les Africaines et les Africains en prennent conscience. L'Afrique est attaquée au Mali, et j'en viens, c'est pour moi la 9e... L'Afrique est attaquée au Mali, c'est la 9e raison. Pourquoi? Mais en réalité, parce que le Mali a initié, il l'a initié de manière courageuse, à une époque où coups et blessures étaient opposés. C'est donc la coopération internationale initiée par le Mali. Et c'est la coopération internationale en particulier orientée vers le monde multipolaire. Il y a deux formes de coopération internationale qui sont en concurrence actuellement dans le monde. Il y a la coopération unipolaire. C'est celle qui est voulue par les grandes puissances impérialistes occidentales et leurs alliés du Moyen-Orient. C'est un peu comme le soi-disant accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'égide de Washington. Cette coopération part du principe du monopole du monde par l'alliance politique occidentale au sommet de laquelle monopole du monde par l'Occident sur le plan économique à travers les institutions financières qu'il contrôle, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les différents clubs financiers occidentaux. Cette conception part aussi du monopole des idées par l'Occident, à travers le contrôle de l'Internet, à travers le contrôle de la bibliothèque universitaire, à travers le contrôle de la recherche scientifique et le contrôle de la recherche technologique. Le monopole de l'Occident est aussi conçu à travers le contrôle spirituel de l'humanité, le contrôle religieux de l'humanité. Contrôle qui déborde même sur les questions morales. L'Occident, politique, voulant imposer sa conception de l'ordre du monde, un ordre du monde en sa faveur et en défaveur des plus faibles, tout cela, eh bien, c'est ce qu'on appelle le monde unipolaire. Le monde unipolaire, monopolaire. C'est dans ce monde que nous avons vécu depuis l'effondrement de la civilisation africaine, notamment à partir de la traite négrière. L'Afrique a été happée sous la domination du monopole de l'Occident.
Mais il y a un autre monde qui se construit, un monde monopolaire, unipolaire occidental, c'est le monde multipolaire. C'est un monde qui est fait de puissances, qui sont émergentes sur tous les plans, mais qui sont d'accord avec l'idée qu'aucune puissance ne doit dominer toute la planète. Que la planète doit être multipolaire, elle doit avoir plusieurs pôles. C'est un monde où tout le monde ne va pas être soumis à la Russie, tout le monde ne va pas être soumis à la Chine, tout le monde ne va pas être soumis aux États-Unis, tout le monde ne va pas être soumis à la France, tout le monde ne va pas être soumis à la Grande-Bretagne, mais en fait, tout le monde ne va pas être soumis à une puissance. Les puissances sont condamnées à négocier que l'une n'écrase l'autre. C'est ça le principe du monde multipolaire. Les Africains peuvent aller vers la souveraineté en coopérant avec des puissances qui acceptent ce principe. Même si ce principe n'est pas pratiqué d'une manière parfaite, puisque la tendance de toute puissance est d'abuser des moindres puissances ou des autres puissances, il n'en reste pas moins vrai que c'est dans l'horizon du monde multipolaire que l'Afrique peut prospérer. Le Mali a précisément engagé, la coopération dans le monde multipolaire d'une manière exemplaire. J'entends des gens qui disent « Oh, les Africains du Sahel sont passés d'un maître à un autre. » Avec la Russie n'est pas une expérience de servitude. Il faut que l'Occident l'entende. Il faut que l'Orient l'entende. La relation russo-africaine ou orientalo-africaine. La relation occidentalo-africaine et la relation orientalo-africaine ont été dominées par le racisme négrier. Elles ont été dominées par le colonialisme barbare. Elles ont été dominées par le néocolonialisme et l'impérialisme. Telle n'est pas l'expérience que les Africains ont avec la Russie. Ce n'est pas l'expérience que les Africains ont avec la Russie. France 24, CNN, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Cela ne correspond pas à l'expérience que les Africains ont avec la Fédération de Russie. Quelle est l'expérience que les Africains ont avec la Fédération de Russie? C'est l'expérience d'une puissance qui ne nous a jamais réduits en esclavage. Nous, les Africains. C'est l'expérience d'une puissance qui ne nous a jamais fait d'attaques coloniales sauvages barbares. Ils ne se sont pas attaqués à nous pour nous coloniser. Et il n'y a pas de colonie russe en Afrique. Il n'y a pas d'ancienne colonie russe en Afrique. La Russie, que ce soit sous la forme de l'Union soviétique, n'a jamais voulu faire de l'Afrique, d'ailleurs, un territoire de peuplement. Comme par exemple, la France a voulu faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Elle a déplacé une partie de sa population pour remplacer littéralement la population locale. Non, cela n'existe pas. Troisièmement, dans l'expérience que l'Afrique a de la Russie, quand la puissance coloniale et négrière qui ensanglante l'Afrique depuis le XVIe siècle, ils ont pu bénéficier du soutien de l'Union des républiques socialistes soviétiques, du soutien de la Russie. Les Africains ont pu bénéficier du soutien de la République populaire de Chine et d'autres puissances. Et j'ai ici hier rappelé par exemple que c'est avec le soutien de cette puissance que la grande bataille de Cuito-Cuanavale, qui a vu la victoire du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a été possible. Lisez ce livre. The War for Africa, 12 months that transformed a continent. Fred Bridgeland. Lisez ce livre. Les Africains ont le souvenir de soviétiques combattant à leur côté contre le colon portugais, le colon français, le colon britannique, le colon italien, le colon espagnol. Voilà le souvenir des Africains. Et vous ne pouvez pas venir là, au XXIe siècle, forcer les Africains à regarder les Soviétiques comme ils regardent ceux qui ont massacré 1 million de Camerounais entre 1955 et 1971. Massacrer des millions d'Algériens, massacrer des millions de Nigériens, des millions d'Ivoiriens. Non, les Africains ne peuvent pas regarder la Russie de cette façon. On a tout fait pour apprendre à nouer une relation de vérité, de justice et d'humilité avec l'Afrique. L'élite politique occidentale est restée sourde. Mais, donc, le Mali, c'est le pays qui a initié une coopération exemplaire avec les puissances du monde multipolaire, comme notamment la Russie, et c'est cette coopération qui a servi en quelque sorte de point d'appui
pour les pas de souveraineté qui ont été accomplis. On en veut au Mali pour cela. On en veut au Mali pour cela. J'en viens à la 10e raison. La 10e raison pour laquelle on en veut au Mali. C'est une raison extrêmement importante. Les impérialistes tiennent à détruire le Mali parce qu'ils n'ont pas réussi à détruire le Mali par les stratagèmes classiques du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme, mis à part la guerre. Vous savez, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme se sont imposés souvent en Afrique en utilisant le principe du diviser pour mieux régner. On utilise ce principe en jetant les communautés ethniques les unes contre les autres. On utilise ce principe en jetant les communautés religieuses les unes contre les autres. On utilise ce principe en jetant les communautés régionales les unes contre les autres. On utilise ce principe en essayant de jeter les communautés corporatives les unes contre les autres. Contre le Mali, on a essayé d'utiliser la division ethnique. Le Mali a réussi à contourner et à dépasser ce piège. On a voulu réduire la lutte antiterroriste malienne à la lutte pour l'extermination d'une ethnie. Ça n'a pas marché. Si ça avait marché au Mali, ça marcherait au Burkina et au Niger et partout ailleurs. On n'a pas réussi à redéfinir le conflit politique malien en termes ethniques. On en veut au Mali pour ça. C'est pour ça qu'on veut le détruire. On a tenté une deuxième stratégie. C'était de présenter le conflit politique au Mali comme étant un conflit entre des religions.